tout le monde. Alors, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de PowerPoint. C'est un choix conscient de ma part, parce que j'ai souhaité m'enlever la charge mentale de construire un PowerPoint qui potentiellement pouvait ne pas se lancer. Et j'ai préféré donc conserver mes forces pour la communication elle-même, et mes toutes dernières forces seront consacrées au Hellfest, après quoi je mourrai. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous présenter ma biblio sur laquelle je vais m'appuyer au cours de cette com. Je précise, donc bien évidemment, je remercie les organisateurs et Tris de ce colloque de m'avoir convié, moi qui suis un pur littéraire, non sociologue, non historien, non spécialiste du JDR. Je ne suis qu'un docteur en littérature de l'imaginaire sur les imaginaires intuitifs scientifiques dans les comics, chez les super-héros américains. Donc on est un peu loin. Bonjour Savinia, tu vas bien? Voilà, on est un peu loin effectivement de l'objet d'étude, mais c'est le côté transdisciplinaire justement de ce genre de journée qui est extrêmement intéressant. Donc je suis rôliste et GNiste, je le précise parce que le côté GN va être important dans cette communication pour aborder le handicap. Comme vous avez pu le constater chez moi, ce n'est pas juste que j'ai un déhanché so sexy, je suis également en situation de handicap moteur. Et effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'on a un manque de représentation. Et... Oui, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, on va s'en remettre. Excusez-moi. Donc, voilà, c'était le troll. Je vous disais que oui, je suis d'accord pour dire qu'il y a un manque de représentativité du handicap dans le JDR et dans ses pratiques. Je n'ai pas souvenir, en effet, d'un jeu de rôle qui propose de ne camper, par exemple, que des personnes en situation de handicap. J'ai essayé de le faire, moi, dans mes propres parties, en tant que MJ. Ma foi, je n'ai pas assez de matière pour en faire une vraie étude, mais j'ai déjà commencé à poser des choses, et c'est très intéressant, notamment chez les joueurs valides et les joueuses valides. Par contre, en GN, en grandeur nature, donc, là où il y a une notion d'incarnation qui est beaucoup plus prégnante, on est encore plus proche du théâtre et de la mise en situation, vu qu'on est en condition totale, en fait. Et ben, la question du handicap moteur et la question du jeu avec le handicap moteur se pose, et je parle de handicap au pluriel, je considère le mien certes parce que je vis avec, mais il y a aussi les handicaps invisibles, il y a aussi toute particularité de santé qui peut se poser, les handicaps d'ordre psychique évidemment, et puis ne serait-ce que par exemple une personne qui est daltonienne, si le jeu de rôle, le GN pose des questions de code couleur, évidemment, la question va se poser. Et ça, c'est les questions à l'ordre du jour qui sont déjà posées aujourd'hui. Donc, je vous disais, pour ce qui est de ma biblio, on va parler de Denis Huneau, qui a fait le jeu de rôle Sur table et les interdits, histoire d'une acceptation progressive et difficile dans le monde contemporain, 2016. Jean-Philippe Jaworski, son très bel article d'évasion diégétique dans le panorama illustré de la fantaisie et du merveilleux. Julien Pirou, si vous voulez un historique du jeu de rôle très bien fait, avec notamment tout le côté diffamatoire. Je vous conseille vraiment le travail de Julien avec la grande aventure du jeu de rôle chez Inis en 2020. Du côté psychologie aussi, il y a aussi beaucoup d'études, enfin beaucoup. Maintenant, un certain nombre d'études psychologiques qui commencent à être menées psychothérapeutiques, avec Corentin Boulet notamment et Romain Pascal, le jeu de rôle, une médiation thérapeutique, proposition conceptuelle sur les caractéristiques malléables du JDR en psychothérapie d'adolescents 2023. On a Olivier Caïra, évidemment, jeu de rôle, les forces de la fiction, et évidemment la thèse de Cora et David en 2015. Et si vous voulez m'entendre dire du mal de Mireille Dumas, ce ne sera pas le cas ici, j'en dirai pas du bien non plus, désolé Albin, mais on peut, voilà. Si vous voulez donc m'entendre dire du mal de Mireille Dumas, je me permets de vous signaler que j'ai fait une communication avec le collectif Donjons et Labo, qui est sur YouTube, collectif d'universitaires rôlistes, et qui s'appelle donc La chasse aux démons, histoire d'une incompréhension du jeu de rôle dans le cadre de la journée jeu de rôle réécriture, donc en 2022. Donc, je dirais déjà que pour comprendre la dimension améliorative du jeu de rôle, il faut d'abord se dire que le jeu de rôle, comme tout objet culturel, comme tout objet qui a été un jour nouveau et a débarqué dans la vie des gens et dans l'univers, quelque part, eh bien, ça a suscité forcément des interrogations, des angoisses, des contresens, voilà. Comme n'importe quel objet de culture, comme l'a été le métal, comme l'ont été les jeux vidéo,
là-dessus, il n'y a pas vraiment de différenciation. Et donc, je vais reprendre ce que dit Jaworski. Donc, en 2018, il a écrit que l'expression jeu de rôle est chargée de connotations équivoques pour la presse, pour une certaine presse qui l'emploie de temps en temps quand elle veut suggérer un manège hypocrite ou une mise en scène mystificatrice. Il nous rappelle aussi qu'à l'époque du roman moderne, c'est-à-dire au XVIIIe, la médecine s'en est mêlée au même titre que dans la pratique du JDR. Les gens qui lisaient des romans et le roman moderne a été au départ considéré comme des dangers, des dangers pour ce que l'on pourrait appeler la santé sociale des individus, car ils sont perçus comme des facteurs de comportement déviant. Et ce n'est pas Savinien qui me contredira, les comics ont eu la même presse, évidemment, avec le CCA à l'époque. Donc l'une des craintes associées, en fait, c'est le puissant moteur d'évasion, c'est pour ça qu'on parle d'évasion digétique avec Jaworski, suggéré par la littérature comme pour le JDR, pour les genres de l'imaginaire en général, parce que la capacité d'imagination inquiète certains discours, inquiète certaines personnes. Et justement, c'est souvent l'analogie fictionnelle qui est employée pour décrire la pratique du JDR. C'est comme vivre un film ou un roman, et les joueurs incarnent leurs personnages pour faire avancer l'action. Jaworski fait la comparaison avec le roman, parce que les processus de création eux-mêmes peuvent être des procédés ludiques, et on peut s'identifier à un personnage en tant qu'auteur de roman. Il y a aussi dans l'écriture une dimension performative, une ouverture d'esprit, un processus. Il ne s'agit pas de dire que, et Jaworski ne le prétend pas du tout, que les rôlistes seraient plus intelligents que les autres, parce que là, il faut s'amuser à... Non, Daniel. Il faut s'amuser à définir ce qu'est l'intelligence, et là, on n'a pas assez de 20 minutes. Simplement, la pratique rôlistique, vu la quantité d'univers possible, il est bien évident qu'il va y avoir une curiosité qui va privilégier peut-être une certaine ouverture d'esprit, une certaine compréhension d'un langage, d'un univers, où on est plus enclin à croiser des personnes et des personnages, même dans la fiction, issus d'à peu près tous les milieux, toutes les composantes, et donc forcément, on va être plus... on va au moins, sinon développer une pensée critique, du moins développer une pensée créatrice. Hein ? Et donc, c'est la grande importance de l'immersion créative. J'y reviendrai dans le côté purement psychologique de mon propos. Je vais donc citer Denis Huneau, parce que dans les campagnes de diffamation, alors il y a eu beaucoup de choses aux États-Unis, je pense que tout le monde le sait. En France, nous, on a eu par exemple Carpentras, donc Jaworski s'est appuyé notamment sur l'affaire du cimetière de Carpentras pour justement appuyer son propos. Aux États-Unis, effectivement, il y a eu beaucoup de choses, en plus avec un pays où la dimension religieuse est loin d'être anodine, évidemment, il y a eu Bad, il y a eu Daptic avec Dark Dungeons. C'est très drôle, Dark Dungeons, parce qu'il mélange absolument tout, la propagande, la drogue, l'antisémitisme, c'est un festival. Mais il faut se rappeler aussi que les États-Unis ne sont pas systématiquement, entre guillemets, les méchants, dans la mesure où, heureusement, il y a quand même des gens qui, même aux États-Unis, ont réfléchi sur le côté amélioratif. Donc, c'est le cas de Stackpole, par exemple, qui justement a commenté la bande dessinée de Chick et a synthétisé la pensée des défenseurs américains en disant « Même si les parents ont le droit de censurer ce que leurs enfants lisent et font, ils ne doivent pas baser leur censure sur des craintes infondées. » Et ça, c'est très important. Il n'existe, et c'est toujours vrai, il n'existe aucune preuve que le JDR provoque ou encourage le suicide, par exemple. En réalité, les preuves statistiques suggèrent tout le contraire. Il n'existe aucune preuve que la participation à ces jeux conduise à un comportement violent ou à une quelconque participation à l'occultisme. Je rappelle que D&D n'a jamais fait la promotion de l'occultisme en tant que tel. Ce serait tout à fait hors de propos. Et les commentaires, je continue, les propos de Stackpole, en fait, les commentaires les plus négatifs effectués sur les JDR viennent de psychologues qui donnent à penser que le jeu de rôle est un outil trop précieux ou trop puissant pour être laissé entre les mains d'amateurs. Je dirais que leur volonté de garder le jeu de rôle dans leur domaine clinique privé est vouée à l'échec. Le dernier argument ne semble pas décisif, mais le reste mérite qu'on s'y arrête. Donc, alors c'est amusant ce commentaire sur les psychologues parce que
aujourd'hui, il me semble que la tendance est en train de s'inverser. Alors, c'est pas aujourd'hui, c'est-à-dire ça date pas de la semaine dernière, mais je vous ai cité un petit peu Corentin Boulet dans la biographie. Il s'avère que effectivement maintenant des psychothérapeutes utilisent la pratique du jeu de rôle en groupe, hein, si on se rappelle qu'il y a une cohésion de groupe, une intercréativité de groupe, hein, l'importance de cette cohésion groupale, pour reprendre les propos de Coralie. Il y a cette idée de médiation thérapeutique aujourd'hui qui fait que la construction du récit de soi, notamment chez les adolescents, le rapport au corps, le rapport au social, est utilisée aussi maintenant dans le JDR. Donc la propension à voir du mélioratif dans le JDR intéresse maintenant les psychologues également, hein. Donc rappelez qu'en effet, toujours du côté de Denis Huneau, il a dit aussi que effectivement, comme je vous l'avais dit, le nouveau, l'original, a toujours inquiété, et que du coup, on a toujours intérêt à réfléchir à toutes ces questions. Le sociologue Erving Goffman considère que les individus endossent des rôles dans toute situation sociale. Donc ce qu'il dit, c'est que le JDR est un laboratoire pour expérimenter la construction des rôles sociaux. Dans le jeu, on peut être n'importe qui, et j'ai même envie d'ajouter n'importe quoi. Ce poncif de jeu de rôle ne signifie pas seulement que jouer satisfait le fantasme de changer de personnalité et de corps, mais aussi et surtout que cela permet d'expérimenter sur une petite échelle de temps et à multiples reprises ce que les individus font à l'échelle d'une vie, endosser des rôles. Le JDR, vase clos de l'expérimentation, peut donc être appréhendé comme le laboratoire des rôles sociaux. Voilà, donc ça c'est une forme de réponse aux détracteurs des JDR. Et il y a eu quelque chose d'assez fort, hein, dans certains magazines, et comme évidemment j'ai fait... Ah non, pardon, c'était dans Chronique d'Outre-Monde, voilà, à la fin des années 80, il y avait des courriers de lecteurs, et il y a eu notamment le cas d'un jeune homme qui a écrit à la rédaction de Chronique d'Outre-Monde en disant qu'il vivait un enfer parce qu'il était rôliste et que son père le traitait de débile, il avait des rapports très difficiles avec sa famille. Et il se trouve que quelqu'un va lui répondre, pas au jeune homme, mais au père. Et ce quelqu'un, c'est Christian Lehmann. Donc il a pris la parole dans le courrier des lecteurs et il a répondu au papa de ce monsieur. Il lui a fait une lettre ouverte et il lui dit ceci. « Monsieur, votre fils nous signale dans sa lettre, entre parenthèses, fort bien écrite pour un débile, vous en conviendrez, qu'il a tenté de vous faire lire mon article du numéro 5, Dangereux les dragons », donc effectivement, où il prenait la défense, où il expliquait un petit peu la fonction du JDR. Il reprend, les joueurs sont en majorité jeunes, c'est vrai, mais j'ai moi-même joué avec des adultes de 30 à 50 ans, journalistes, écrivains, hommes d'affaires, etc., qui trouvaient dans le jeu l'étincelle d'imagination qui peut se perdre avec le temps. Je suis moi-même médecin, c'est vrai, il est médecin. Je joue depuis 10 ans, sans effet délétère sur ma santé, et sans que cela ait fait de moi un illuminé incapable de distinguer l'imaginaire de la réalité. Le jeu de rôle subit les âneries des journalistes médiocres, comme avant lui la bande dessinée ou même le cinéma. Dans quelques années, le jeu de rôle sera totalement intégré. Il parle en 89. Hein. Dans quelques années, le jeu de rôle sera totalement intégré à la société. Ce n'est pas une drogue, c'est un divertissement au sens noble. Voilà. Dont les effets bénéfiques dépassent de loin, dans mon expérience, les désavantages. Dans 10 ans, les premiers joueurs de jeux de rôle de la fin des années 70 joueront avec leurs enfants, c'est vrai, et cela resserrera énormément les liens familiaux. Ne privez pas votre fils d'exercer son imagination dans des directions positives, et qui sait, si vous ne craignez pas d'ébranler vos certitudes, jouez avec lui. Ce qui me semble intéressant ici, et on est à la fin des années 80, je le rappelle, ce qui me semble très intéressant ici, et là où il a été très prophète, Lehmann, c'est qu'effectivement, je pense, alors, au-delà du côté complètement starbé de certains qui sont illuminés et qui confondent leurs convictions religieuses fanatiques, par exemple, ou leurs convictions morales fanatiques, et qui nous mélangent ça à toutes les sauces avec toutes les épices, je pense qu'il y a eu aussi, me semble-t-il, alors je suis un jeune rôliste, hein, je pense que ça se voit, je vais avoir 35 ans, je ne suis pas un vieux briscard, ou un sans faux, hein, j'ai même pas connu l'époque de Mireille Dumas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le recul, je vous suggère d'aller voir le reportage de Mireille Dumas. C'est édifiant. Il n'y a rien. Rien n'est là. Le sérieux journalistique est absent, la recherche est absente, la définition est absente. Il n'y a rien qui va.
Et pourtant, je sais que, pour avoir parlé avec des briscards, je sais que ce documentaire a fait du mal dans les familles. Je le sais. Mais simplement, voilà, la prise de recul aujourd'hui fait que même à l'époque, quand on réfléchit un peu, on pouvait sérieusement douter du sérieux théorique de ce documentaire. Parce que je vous le rappelle, hein, il y a vraiment une tentative d'explication de ce qu'est le jeu de rôle sur fond d'images de militaires qui s'entraînent au paintball. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. De bout en bout, ça ne va pas. C'est un peu comme tenter de définir le geek en filmant quelqu'un qui s'est déguisé en Pikachu, quoi. Oui, alors il y en a, mais les cosplayers sont une partie des geeks. Je n'ai rien contre les cosplayers. Très bien, tout va bien. Mais simplement, s'arrêter à la définition de geek par le cosplay, ça n'a pas de sens. Voilà. Même exemple ici. Donc, je pense qu'il y a eu une méconnaissance, une peur, une incompréhension, une méconnaissance totale des définitions, et surtout, on n'est pas allé chercher les concernés. On n'a pas posé la question aux gens. Et je pense que ce qui a changé en partie, et je peux me tromper, je n'en formule ici que l'hypothèse, mais je pense qu'il y a une notion d'éducation populaire, d'éduc-pop, qui a émergé autour du jeu de rôle. Je crois qu'on l'a pas mal vu, notamment aujourd'hui, notamment dans la conversation, dans la communication qui a précédé ma bafouille, c'est-à-dire que le rôle des musées, par exemple, on a vu aussi la présentation hier du Club Pythagore, et on va avoir une table ronde qui va beaucoup porter, me semble-t-il, sur l'enseignement au sens professoral du terme. J'entends l'éducation populaire en termes non pas de l'éducation nationale, mais bien, donc je vais vous donner une définition de l'éduc-pop qui vient des centres d'entraînement à l'éducation active, comme ça on va bien savoir de quoi on parle. L'éducation populaire est un courant de pensée qui vise à promouvoir une éducation amenant une transformation sociale en dehors des institutions traditionnelles d'enseignement. De par ses méthodes, elle place les personnes au cœur des apprentissages, elle veut développer un savoir en partant des situations, des expériences, des questionnements et des connaissances de chacune et chacun en mettant en place un cadre de réflexion collective. Voilà. Donc, il s'agit, par exemple, au niveau associatif ou même au niveau universitaire, je vous l'ai dit, j'ai fait partie du collectif Donjons et Dragons, Donjons et Labo, pardon, autant pour moi, lapsus tout à fait révélateur, Donjons et Labo, donc, qui a attaché, justement, de faire comme ce que nous faisons ici, c'est-à-dire d'appeler des gens de toutes les disciplines, donc sciences humaines, sciences sociales, psycho, enfin, voilà, littérature, tout ce que vous voulez. Et ça fait des réflexions évidemment passionnantes, vous vous en doutez. Et l'éducation populaire, ça va se voir au niveau des collectivités et notamment des associations spécialisées soit dans le GN, soit dans le jeu de rôle. On va inviter le public, donc les jeunes gens et leurs parents, par exemple, à pratiquer donc des choses qui ressemblent au GN. Je rappelle que donc, le GN, comme le JDR, alors le GN encore plus, du coup, il y a encore un autre niveau, mais ça tient beaucoup du théâtre et de la mise en situation, et généralement les gamins ils sont à fond, et les parents avec, maintenant. Donc on a vraiment cette notion, alors éducation ça peut paraître un peu péjoratif, mais d'information, d'explication quand on est dans ces milieux-là. Et je vais terminer en vous parlant un petit peu du rapport au handicap. Alors effectivement, le handicap physique ne m'embête pas tellement quand je suis joueur, ni MJ. Alors, je suis certainement neurodivergent, je n'ai pas été diagnostiqué, mais je coche quelques cases, donc je pense qu'il y a quelque chose. En tout cas, je n'ai pas encore identifié de comment ça pourrait influencer mon jeu. En tout cas, en tant que maître de jeu, en tant que me-jeu, j'ai eu affaire à des personnes en situation de TDAH, en situation de TDI, donc qui ont des troubles de l'identité. J'ai eu affaire à de l'Asperger aussi. Alors, Asperger, c'était très rigolo. C'est pas péjoratif, mais c'était, je veux dire, vraiment intéressant, parce que la personne en situation Asperger a pris le pas sur ma masterisation. Il a fini par devenir lui-même MJ. Il anticipait, en fait, les actions. Au bout d'un moment, je lui ai dit, attends, rends-moi s'il te plaît, laisse-moi décrire, et après, voilà, il avait une grosse capacité d'anticipation, ce qui faisait que ça jouait. Et alors, en tant que GN, alors, il y a des GN de meule, donc c'est-à-dire des GN de combat. À ma grande tristesse,
C'est difficile pour moi d'y participer, même si j'ai bénéficié de certains cours d'un maître d'armes qui a adapté ces techniques pour que je puisse taper un peu en GN. Alors, pas des grosses meules, hein, pas les grosses bousculades, évidemment. Hein. Je suis en train de bosser sur un projet de fauteuil de GN. Donc un côté un peu steampunk qui me permettrait d'aller bourriner avec un fauteuil qui serait safe et ok avec les orgas. Un canon notamment, un canon qui pourrait se monter sur. Ça pourrait être. Non mais vraiment, non mais il y a de quoi. J'ai des potes G qui sont dessus, hein, c'est vrai. Hein. Ça pourrait être génial. Et puis non, c'est surtout qu'il faut aussi penser à l'accessibilité des lieux. Fort-l'Écluse, ça vous dit quelque chose dans l'Ain? Ça a été le théâtre de pas mal de GN, Diplo. Sauf que, alors Fort-l'Écluse c'est magnifique, c'est beau. Sauf qu'il y a à peu près 450 marches. Voilà. Bon, il y a des ascenseurs, voilà, qui sont souvent en panne. Voilà. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, il faut être capable, et ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire, et ce n'est pas du tout péjoratif, il faut être capable d'entamer un dialogue, il faut être capable de dire les choses, il faut être capable d'exprimer les choses, et il faut tomber sur des orgas, et c'est quasiment systématiquement le cas, heureusement, il faut tomber sur des orgas qui acceptent d'en parler avec vous, et c'est pour ça que maintenant, en règle générale, quand je joue PJ dans les GN, j'écris moi-même mes backgrounds, tout simplement, parce que je ne peux pas dissimuler mon handicap, par conséquent, eh ben, je vais le jouer. Et il va falloir expliquer pourquoi le personnage est dans sa situation physique. Alors, je laisse les psys de la salle me disséquer. Il s'avère que moi, à chaque fois, systématiquement, le handicap de mon personnage est dû à un accident. Il a fait une connerie, quelle qu'elle soit, qui l'a rendu infirme. En réalité, je suis handicapé de naissance. Je vous laisse me psychanalyser à l'envie, je vous en prie. Faites-vous plaisir. En tout cas, c'est un mode de jeu que je m'amuse à faire. Et bah, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait inclusivité et non pas exclusion, en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai fait une communication là-dessus sur jouer des rôles et jouer le handicap en GN que j'ai proposé sur le site de la Fédé, d'ailleurs, de la Fédé GN, qui a été, ma foi, pas mal écouté. Donc j'espère que... je prétends pas faire bouger les mentalités, je dis simplement qu'il faut en parler. Hein. Les tabous provoquent beaucoup de dégâts tout le temps, quel que soit le tabou, donc il faut arriver à en parler. Donc voilà, c'est des questions à l'ordre du jour. J'ai pas toutes les réponses, je serais ravi d'en discuter avec vous, soit là, dans le temps des questions, soit à la pause, hein, on a tous besoin d'un café. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un terrain qui est en train d'être exploré. Il faut continuer à l'explorer. Et évidemment, il faut faire du JDR et il faut essayer d'impliquer les gens les plus frileux, ne serait-ce qu'en leur disant que, en fait, tout le monde peut trouver JDR à son dé et il y a tellement d'univers de JDR. La réponse qui vient, c'est souvent « j'ai pas d'imagination ». Alors si, tout le monde a de l'imagination, c'est simplement une capacité à l'exercer, tout simplement, et ça se travaille, ça, d'exercer son imagination. C'est tout. Voilà, ce sera le mot de la fin pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Justement, le café est déjà installé, c'est bien de le rappeler, donc peut-être le temps de 2 questions pour justement profiter de la chaleur du café. Merci, voilà, c'est plus un petit élément d'information plus qu'une question, mais je suis belge et organisateur de GN en Belgique. Il y a un travail de BILARP, donc la Fédération belge du jeu de rôle grandeur nature, qui a été fait sur cette question de l'inclusivité et du handicap, et je trouvais que c'était intéressant de voir comment la Fédération a pu investir la question, notamment par la mise à disposition de matériel pour les organisateurs de GN. Oui. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est important quand on porte un projet qui parfois rassemble plusieurs centaines de personnes. Et je comprends qu'il y avait une fédération en France aussi, donc je ne sais pas s'ils sont là. Mais il y a vraiment quelque chose à faire, à mon avis, dans la collaboration entre les associations pour rendre cette inclusivité possible. Tout à fait. Alors, je vais parler du côté français. Et encore une fois, je n'exclus pas les handicaps invisibles. C'est aussi une vraie question. Je n'exclus pas non plus les handicaps cognitifs. C'est une vraie question d'inclusion. Je ne parle que
pour les handicaps physiques visibles que je connais très bien puisque je le vis. Je pense, même si encore une fois, il y a des choses qui sont faites, c'est de mieux en mieux intégré, il y a des paroles qui se libèrent. Le handicap est invisibilisé en France sur beaucoup d'aspects, notamment le rapport au corps. On en parlait énormément avec Daniel il y a quelques jours. Vous prenez le rapport à la sexualité, ça n'a rien à voir avec le JDR certes, mais c'est un exemple de société. Le rapport sexualité-handicap dans la société française, il n'y a rien, strictement rien. Aux États-Unis, c'est différent, mais par contre en France, il y a un gros boulot à faire. J'essaye de bosser là-dessus, pour être tout à fait franc. Mais pour en revenir au sujet qui nous occupe, effectivement, il y a un besoin de dialogue. Il y a un besoin de dialogue. La plupart du temps, les orgas, justement, et vous venez de le prouver, ne demandent pas mieux que de dialoguer avec les personnes concernées. Il faut y aller. Alors c'est difficile de témoigner sur soi. Ça peut être très difficile de témoigner sur son handicap pour des raisons... mille et une raisons, pour des raisons de vécu, pour des raisons de possible, mais quand on peut encourager ce dialogue, je suis partisan de le faire et vous avez raison. Donc, alors je ne sais pas du tout comment la Belgique considère le handicap, on pourra en parler avec plaisir, mais voilà, je vous parle côté français au niveau de la prise en considération, il y a encore des choses à faire. C'est bien sympa de nous filer une alloc, mais il y a aussi des choses à faire en termes d'aménagement notamment. Je déteste Paris pour ça, notamment. Voilà. Ça, le côté où tu parlais de jouer des personnages handicapés physiques dans des jeux de rôle, ça m'a rappelé, alors bon, c'est Twitter, donc ça vaut ce que ça vaut en termes de réactions exagérées, mais à un moment, il y avait quelqu'un qui a balancé le pavé dans la mare dans un univers où la magie de son existe, et là on revient un petit peu sur la communication de tout à l'heure. Est-ce que le handicap physique peut exister? C'est-à-dire, est-ce que ça fait sens dans un univers où effectivement on peut faire repousser des membres avec un rituel? Est-ce que ça peut faire sens? Alors derrière, ça a dégénéré en effectivement, c'est une magie de haut niveau, ça demande des ingrédients chers. Il y a 1% de la population et encore qui a accès à ce genre de magie. Pour y avoir accès, il y a encore moins qui peut le lancer. Et derrière, si on enlève ça, ça invisibilise, on va y arriver. Oui. Le café va faire du bien. Ça rend invisible. Enfin voilà, ça rend invisible toutes les personnes qui ont effectivement un handicap. Donc il y a un débat qui peut être fait, c'est-à-dire d'un côté, est-ce que du coup pour toi en tant que personne handicapée physique, ça pourrait, enfin il y a le côté oui. Si je pouvais jouer un personnage, enfin tu l'as dit toi-même qu'en général en GN tu ne le faisais pas parce que de toute façon ça n'a aucun intérêt, mais voilà, est-ce que si tout GN et ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que dans un contexte JDR justement le côté évasion qui est présent en JDR pour toi pourrait s'exprimer de cette manière-là? Alors après, si tu veux pas répondre, ne réponds pas. De toute façon, si je suis là, c'est que je veux en parler précisément. Mais je te remercie de cette considération-là. Alors, je vais te répondre de deux manières. Déjà, je vais flatter ton côté fan de comics. Peut-être sais-tu qu'il existe chez les aveugles une capacité de décolocation, comme chez les chauves-souris. C'est ce qu'on appelle l'écolocation humaine, avec des clics de langue. Ils sont capables de se repérer. La question que j'ai posée dans ma thèse, c'est pourquoi Daredevil, super-héros aveugle de Marvel, n'a pas accès à cette capacité-là. Déjà parce que c'est une capacité qui est peu connue, peu enseignée, et ensuite parce que si Daredevil a cette capacité, à quoi ça lui servirait? Il a déjà des pouvoirs extrasensoriels au niveau physique, d'accord? Et bien dans le JDR, c'est un peu pareil, dans le sens, si effectivement on considère un univers où on peut faire repousser des bras en priant un dieu, effectivement, alors j'ai eu la mise en situation avec des joueurs qui avaient le niveau rôlistique requis, et puis le niveau d'empathie requis. Je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, là, au point où vous en êtes dans l'aventure, des mages vont faire de la merde, et ils vont transférer votre corps dans deux PNJ handicapés. Un PNJ en fauteuil roulant et un PNJ avec une canne. Donc, c'était des joueurs, un joueur et une joueuse, qui avaient un niveau où ils lattaient des demi-dieux, c'est-à-dire mes boss étaient humiliés. Pas de respect pour mes boss partaient en thérapie de groupe après. C'était n'importe quoi. Et là, je leur ai dit, vous allez perdre vos pouvoirs. L'idée, c'est de récupérer votre vrai corps. Mais du coup, on va beaucoup parler pendant cette session parce que vous allez vous retrouver dans une situation où pour faire la moindre action, j'ai bien dit la moindre, me tenir au mur et descendre ou monter les marches qui sont là, ça va me demander un jet de dés. Ça va vous demander un jet de dés pour tout. Vous allez devoir faire des jets de perception tout le temps parce que les gens vont vous mater. Les gens vont vous mater de travers.
entre parenthèses, pour avoir fait la France et l'Allemagne, j'aime autant vous dire que les Allemands, c'est pas la même. Le handicap, ils s'en foutent complètement. Je n'ai jamais été dévisagé à Berlin, tandis que des villes par chez nous, on m'a largement maté. Mais j'ai un déhanché magnifique, je sais. Mais effectivement, donc, je les ai mis dans cette situation-là, et à la fin, donc ils ont récupéré leur corps, tout va bien. À la fin, j'ai un joueur qui m'a dit, écoute, je suis très empathique, hein, c'est un ami, je l'adore, je le kiffe. Il m'a dit, écoute, je suis désolé, mais je me rends compte que je ne pourrais pas vivre ta vie, c'était trop dur. Et je lui ai dit, mais alors déjà, je le prends pas mal. Si tu m'avais dit, putain, le handicap, c'est trop cool, pète-moi les genoux. Non, pas du tout. Non, j'entends que ce soit... En fait, ce que je lui dis, ce que j'ai voulu faire en faisant ça, c'est pas vous dire, regardez ma vie, oh là là, c'est terrible. Déjà, j'ai une thèse. Alors, c'est pas que je sois supérieur aux autres, pas du tout. Je dis juste que les personnes handicapées qui ont une thèse, c'est pas si fréquent que ça. Parce que les universités et le système universitaire n'est pas forcément accessible, voyez-vous. Si mon bureau est en haut d'un escalier à 2 étages, eh oui, mais ça joue ça aussi. Donc, je suis un cas particulier parmi les handis déjà, j'ai eu accès aux hautes études, donc ça c'est une chance inouïe, j'ai à peu près 2 neurones qui fonctionnent correctement. Pour vous parler, donc ça c'est une chance inouïe. Mais le fait est, ce que je veux faire dans ces situations-là de jeu, c'est en fait aider mes joueurs et mes joueuses à se rendre compte du niveau de privilège qu'ils ont physiquement. Et vous n'y pensez pas. Et je ne peux pas vous en vouloir de ne pas y penser. Vous imaginez vous dire tous les jours, wow, je peux me lever, je peux faire un salto, c'est génial. Non, personne ne peut vivre comme ça en disant, wow, je peux descendre un trottoir sans galérer, c'est génial. Heureusement que vous n'êtes pas dans cette configuration-là, mais c'est se dire que oui, moi, à chaque fois que je dois faire la moindre action, certains voient peut-être mes jambes, hein, j'ai une hypertonie musculaire qui fait qu'à chaque fois que je me concentre, mes muscles réagissent par eux-mêmes. En fait, ce qui provoque chez moi des niveaux de fatigue intellectuelle et physique assez conséquents. Mais voilà, dites-vous bien qu'un corps en bonne santé, un corps fonctionnel, c'est un privilège. Bien sûr que oui, c'est un privilège. Et si je peux aider un tout petit peu mes joueurs, mes joueuses, dans le cadre du JDR, à en prendre conscience, eh ben c'est cool, j'aurais déjà réussi quelque chose. Voilà. Merci beaucoup.